Journée de manifestation et de grève en Afrique du Sud. Des milliers de personnes exigent la fin des licenciements. Affaire Maurice Kamto au Cameroun, l'opposant a été inculpé de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. Puis la première ministre britannique Theresa May demande du temps pour obtenir des modifications sur l'accord de Brexit. Nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à chacun et à tous dans cette édition. Des milliers de personnes ont commencé à manifester ce mercredi dans les principales villes d'Afrique du Sud pour exiger la fin des licenciements. Le mouvement s'inscrit dans le cadre d'une grève générale lancée par le principal syndicat du pays, la COSATU. Reportage. Des milliers de Sud-Africains manifestaient ce mercredi dans les principales villes d'Afrique du Sud pour exiger la fin des licenciements dans le cadre d'une grève générale lancée par le principal syndicat du pays, la COSATU. Ce mouvement intervient à 3 mois des élections générales du 8 mai prochain. Le gouvernement du Congrès national africain ANC, allié historique de la COSATU, espère y conserver sa majorité absolue malgré les difficultés économiques et les affaires de corruption qui l'éclaboussent. Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud ne s'est jamais remise de la crise financière mondiale de 2008. Son économie oscille entre des périodes de faible croissance, moins 1,3%, anticipée par la Banque mondiale pour 2018, et de récession technique, et son chômage reste endémique avec un taux officiel autour de 27%. Au pouvoir depuis la démission du très controversé Jacob Zuma il y a 1 an, le président Cyril Ramaphosa a promis de relancer l'économie, jusque-là sans résultat tangible. Il s'est également engagé à éradiquer la corruption à grande échelle qui a caractérisé le règne de son prédécesseur et gangrène les entreprises publiques du pays. La grève de ce mercredi intervient alors que le géant public de l'électricité Eskom, plombé par une dette abyssale de quelques 27 milliards d'euros. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto a été inculpé dans la nuit de mardi à mercredi de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. L'annonce de son inculpation a été faite par un de ses avocats. Voici les précisions. Plus de 2 semaines après son arrestation, l'opposant camerounais Maurice Kamto a été formellement inculpé de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. Des charges lourdes, dont certaines sont passibles de la peine de mort. Ces inculpations qui lui ont été signifiées par le parquet du tribunal militaire de Yaoundé concernent également 28 autres de ses partisans. Après leur inculpation, ils ont été immédiatement placés en détention provisoire à la prison principale de Yaoundé. Une centaine d'autres partisans de Maurice Kamto, président du MRC, devaient être entendus ce mercredi matin par le tribunal militaire de Yaoundé qui décidera ou non de les inculper. Les 145 autres personnes arrêtées après les manifestations interdites du 28 janvier dernier ont aussi progressivement été notifiées au cours de la même nuit de leur sort. Cette audience s'est déroulée quasiment à huis clos, le tribunal n'ayant toléré pour seule présence que celle des avocats des prévenus. Avocat et ancien ministre, Maurice Kamto conteste la large réélection du président Paul Biya au pouvoir depuis 36 ans lors de la présidentielle d'octobre 2018, une victoire qu'il a qualifiée de hold-up électoral. Au Bénin, le parti de l'opposition Force Kori pour un Bénin émergent FCBE dénonce la récurrence du phénomène d'achat de cartes d'électeurs ainsi que la lenteur manifeste dans la délivrance de quitus fiscal. C'était à la faveur d'une conférence de presse dont voici la substance, les détails. Désormais, pour prendre part aux élections législatives en République du Bénin, chaque candidat doit justifier de sa situation vis-à-vis du fisc et ceci est matérialisé par le quitus fiscal, pièce majeure dans la constitution des dossiers de candidature. Depuis 15 jours environ que le processus est lancé
c'est toujours le statu quo au niveau de la Direction générale des impôts. À notre connaissance, aucun quitus fiscal n'est délivré à ce jour, alors qu'officiellement, le dépôt des dossiers de candidature démarre le 21 février 2019. En tout état de cause, nous prenons à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur cette énième illustration de la ruse et de la rage du pouvoir de Talon. Aucune élection ne serait organisée dans un état de droit sans véritable challenger. Face à tout ce qui précède, le parti FCBE condamne avec vigueur l'opération frauduleuse qui consiste en la manipulation des cartes d'électeurs des populations en cette veille d'élections législatives. Le laxisme de l'administration des impôts qui se fait prier pour délivrer les quitus fiscaux. Le mutisme des institutions chargées de l'organisation des élections sur des aspects fondamentaux du processus électoral. Ce journal se poursuit. Seulement quelques jours nous séparent de la présidentielle au Nigeria. Le Bureau national des statistiques annonce que l'économie du pays a progressé de 1,9% l'année dernière. Les précisions dans ce reportage. Le gouvernement nigérian avait en 2018 tablé sur une croissance de 2% en vue de soutenir une économie encore convalescente. Elle qui connaît depuis 2017 une reprise fragile après la pire récession qu'ait connue le pays en 25 ans. La croissance du PIB a accéléré en fin 2015, s'établissant à 2,38% au quatrième trimestre, après 1,81% au troisième trimestre. Le géant d'Afrique de l'Ouest avait en effet vu son économie se contracter de 1,5% en 2016, dans un contexte de baisse de ses revenus pétroliers et de pénurie de devises étrangères. La production pétrolière, qui représente 70% des recettes publiques du Nigeria et 90% de ses revenus d'exportation, avait également chuté en raison d'attaques rebelles répétées contre les infrastructures d'hydrocarbures dans le delta du Niger. Selon le Bureau national des statistiques, la croissance nigériane a enfin retrouvé son niveau d'avant-récession et d'avant l'élection du président Muhammadu Buhari, candidat à un second mandat lors du scrutin prévu samedi. Toutefois, selon l'économiste de l'agence Bloomberg, pour la plupart des électeurs, la croissance n'a jamais été aussi faible que durant les 4 années du mandat de Buhari. Un constat qui pourrait jouer en faveur du principal candidat de l'opposition, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, qui est vu comme le candidat pro-business. L'administration Buhari prévoit une croissance économique de 3% en 2019, tandis que le Fonds monétaire international l'a récemment estimé à 2% dans ses prévisions. Bactéries, virus, parasites ou encore substances chimiques nocives, les aliments contaminés constituent un problème sanitaire et socio-économique majeur qui provoque chaque année la mort de 420 000 personnes à travers le monde. Ils sont au cœur d'une conférence internationale inédite qui s'est ouverte à Addis Abeba en Éthiopie. Plus de précisions à travers ce récit. L'Organisation mondiale de la santé OMS, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'Union africaine souhaite, avec cette conférence inédite, attirer l'attention sur la sécurité sanitaire des aliments dans la foulée de la décision de l'ONU de consacrer pour la première fois cette année une journée mondiale dédiée à la question le 7 juin. Selon l'OMS, la consommation d'aliments contaminés est la cause de plus de 200 maladies, allant des affections diarrhéiques qui tuent le plus au cancer. La sécurité alimentaire ne signifie pas seulement qu'assez de nourriture est produite et que les gens ont accès à de la nourriture. La sécurité alimentaire signifie aussi que notre nourriture doit être propre à la consommation et la sécurité alimentaire ne peut pas être séparée de la sûreté alimentaire. De nos jours, le monde produit assez de nourriture pour tout le monde. Mais nous avons des indications claires qu'une part importante de cette nourriture n'est ni sûre ni saine. Nous savons aujourd'hui que les maladies d'origine alimentaire dues aux substances chimiques
bactéries et parasites tuent des centaines de milliers de personnes chaque année. Les personnes les plus touchées sont les enfants âgés de moins de 5 ans en Afrique et en Asie du Sud. Quelques 125 pays ont répondu présents pour cette conférence qui a lieu mardi et mercredi et à laquelle participent une vingtaine de ministres et ministres adjoints ainsi que des directeurs d'autorités sanitaires qui discuteront notamment d'innovation et partageront leur expérience. Au Maroc, les coups de filet des autorités contre les cellules terroristes présumées se poursuivent. 3 Français sont tombés ce mardi dans les mailles de la police judiciaire marocaine. Voici les images. Les autorités ont annoncé mardi l'arrestation à Salé, près de la capitale Rabat, de 3 Français, dont un d'origine algérienne, pour leur implication présumée dans le financement du terrorisme. Les arrestations ont été effectuées lundi par la police judiciaire, a annoncé la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN, dans un communiqué. Les investigations ont montré que les suspects ont réussi à tisser des liens étroits avec des combattants actifs au sein de l'organisation État islamique en Syrie et en Irak. Selon ce texte, ils sont soupçonnés d'implication dans la collecte de fonds au profit de milieux extrémistes en vue de financer des opérations terroristes. Les investigations se poursuivent pour l'arrestation de leurs complices et pour déterminer les connexions et ramifications éventuelles des personnes interpellées tant au Maroc qu'à l'étranger, conclut le communiqué. Les autorités marocaines avaient annoncé le 23 janvier dernier l'arrestation d'un ressortissant franco-algérien recherché par les autorités judiciaires françaises sur la base d'un mandat d'arrêt international pour financement du terrorisme. La police n'a pas précisé s'il existait un lien entre les deux affaires. Le Royaume, qui revendique une politique très active en matière de lutte antiterroriste, avait auparavant été meurtri par des attaques à Casablanca, 33 morts en 2003 et à Marrakech, 17 morts en 2011. Puis la première ministre britannique Theresa May a souligné qu'elle avait besoin de temps pour discuter avec l'UE des modifications concernant l'accord du Brexit conclu avec Bruxelles pouvant satisfaire son Parlement. Elle a fait cette déclaration ce mardi devant les députés. Devant les députés mardi, la première ministre britannique a affirmé avoir besoin de temps pour discuter avec l'Union européenne de modifications à l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles qui puisse satisfaire son Parlement. Depuis le rejet massif de cet accord de retrait par les députés en janvier, la dirigeante britannique tente de rouvrir les négociations avec Bruxelles pour élaborer une nouvelle version du texte. Mais elle se heurte jusqu'ici au refus de ses homologues européens, tandis que la date du Brexit, prévue le 29 mars, se rapproche dangereusement. Les pourparlers en sont à une étape cruciale et nous devons tous garder notre sang-froid pour obtenir les changements dont cette maison a besoin et livrer le Brexit à temps. Après nous être mis d'accord avec l'UE sur des discussions supplémentaires, nous avons à présent besoin de temps pour achever ce processus. Il a parlé de jouer la montre, non? Je voulais que ce soit réglé avant Noël. J'ai proposé un accord avant Noël. Les discussions entre Theresa May et les dirigeants européens butent jusqu'ici sur la question du backstop, le filet de sécurité irlandais prévu pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord britannique et la République d'Irlande. Ce dispositif prévoit en dernier recours de maintenir le Royaume-Uni dans une union douanière avec l'Union européenne, ainsi qu'un alignement réglementaire sur l'Union européenne plus poussé pour l'Irlande du Nord. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.